Bonjour à tous! Après avoir vu dans une précédente vidéo l'offre, il nous reste dorénavant à voir l'acceptation. En effet, l'offre et l'acceptation représentent la rencontre de volontés permettant la formation du contrat. Nous l'avons vu, l'offre émane du pollicitant ou de l'offrant, les deux noms existent. Quant à l'acceptation, celle-ci est faite par le bénéficiaire, qui peut être une personne déterminée, tout comme indéterminée dans l'offre. Quand une acceptation d'une offre est faite, il y a donc une rencontre de volonté. Dans un premier temps, demandons-nous comment le Code civil définit-il l'acceptation. Pour le savoir, il faut se référer à l'article 1118. Celui-ci nous dit que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Ainsi, il ne s'agit pas d'une négociation des termes de l'offre, d'une entrée en pourparlers, puisque pour que le contrat soit formé, le destinataire doit accepter l'offre telle qu'elle, avec ses modalités et ses éléments déjà définis. Si ce n'est pas le cas, si le destinataire n'accepte pas tous les termes de l'offre, alors il s'agira là d'une contre-offre, comme nous le confirme la suite de l'article 1118 du Code civil, et je cite « L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » L'acceptation non conforme est dépourvue d'effet car il n'y a pas de rencontre de volonté, donc pas de formation du contrat. Comme pour l'offre, l'acceptation n'a pas à respecter certaines exigences de forme précises, elle est libre. Sur ce sujet, intéressons-nous à l'article 1113 du Code civil, article valable autant pour l'offre que pour l'acceptation, et qui nous dit ainsi que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Ainsi, l'acceptation peut être écrite comme orale. Elle peut être expresse ou tacite, tant que l'intention de l'acceptant de s'engager avec l'offrant ne laisse aucun doute. Cette intention pouvant être donc révélée par un comportement ou une déclaration non équivoque. Cependant, comme nous l'avons vu en matière d'offres, le législateur se réserve des cas où le contrat consensuel, donc celui qui est formé par l'échange de consentement, est insuffisant. Dans ce cas-là, un certain formalisme devra être respecté afin d'obtenir un accord valide. On parlera alors plus de contrat consensuel, mais de contrat solennel. Comme pour dans le cas de l'offre, nous pouvons citer, pour illustrer ce propos, une disposition du Code civil en matière de contrats électroniques. Ainsi, l'article 1127-2 dispose que le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié par voie électronique de la commande qui lui a été adressée. Le contrat ne sera donc pas valablement conclu immédiatement après l'expression de l'acceptation, il faudra encore que certaines étapes soient réalisées dans ce cas. Toujours en ce qui concerne la forme de l'acceptation, l'article 1120 du Code civil nous dit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages et des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Donc, en principe, le silence n'entraîne pas la formation du contrat, puisque l'acceptation n'a pas été donnée. Cependant, dans certains cas, ce silence peut valoir acceptation. L'article nous indique ainsi que l'on retrouvera ces exceptions dans la loi, mais également dans les usages, dans les relations d'affaires ou d'autres circonstances, un terme bien vague, mais qui est volontaire, vous vous en doutez. Point de vocabulaire. Un usage, c'est un peu comme une coutume, c'est une tradition ancienne, non écrite et que l'on perçoit comme obligatoire. Sauf qu'en milieu professionnel, vous retrouverez principalement le terme d'usage plutôt que de coutume.
Avec le terme suivant, relation d'affaires, cela sous-entend qu'il existe déjà des contrats précédents liant les deux parties en question et pouvant donc, laisser supposer que celles-ci sont volontaires pour se lier à nouveau avec un nouveau contrat. Les circonstances particulières, quant à elles, permettent de laisser un certain pouvoir d'interprétation au juge. C'est pour cela que je vous ai précisé que ce terme vague était volontaire. On retrouve notamment ce pouvoir d'appréciation du juge dans un cas précis confirmé à de nombreuses reprises par la jurisprudence avant la réforme du droit des contrats de 2016. Ainsi, le silence vaut acceptation quand l'offre a été émise dans l'intérêt exclusif du destinataire. Ce sera le cas, par exemple, avec les conventions d'assistance bénévole. Ces conventions, ce sont des contrats fictifs par lesquels une personne offre son assistance à une autre. Par exemple, vous aidez votre voisin à déménager, à transporter ses meubles, ses cartons. Évidemment qu'il n'y a pas de contrat rédigé entre vous. Cependant, si vous vous blessez pendant la réalisation de ce déménagement, par exemple, votre voisin est pas très malin, il vous lance un carton très lourd par la fenêtre du premier étage, carton qui vous atterrit droit sur la tête. Comment obtenir réparation de votre préjudice ? C'est là tout l'intérêt des conventions d'assistance bénévole et de faire en sorte que le silence vaut acceptation dans ces cas de figure. C'est pour cela que l'on parle de contrat fictif et vous aurez l'occasion d'étudier les conventions d'assistance bénévole, notamment en TD. Le pouvoir souverain des juges leur permettra également de définir d'autres cas de figure au cas par cas. Nous l'avons vu dans la vidéo sur l'offre. Afin d'être valables et considérées comme telles, les offres doivent comporter les éléments essentiels du futur contrat, mais pas nécessairement tous les éléments du futur contrat. L'article 1119 du Code civil nous dit que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. Ainsi, n'ont d'importance pour former le contrat que les conditions sur lesquelles la rencontre de volonté a pu se faire, ce qui semble logique en somme. Intéressons-nous maintenant à la temporalité de cette rencontre de volonté. Le contrat est-il formé à l'émission de l'acceptation ou à la réception de cette acceptation par l'offrant ? En effet, même si souvent l'acceptation est communiquée directement à l'offrant, il peut parfois s'écouler plusieurs jours entre ces deux étapes. Outre l'éventuel cas de changement de loi, et donc de la question de savoir à quelle loi sera soumis le contrat, une autre acceptation d'un tiers peut avoir lieu entre-temps pour les offres à personne non déterminée par exemple. L'article 1121 du Code civil dispose désormais que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. Voilà qui est clair. L'article 1122 offre quant à lui une certaine sécurité tout en modulant également le moment de la formation du contrat. Il nous dit que la loi ou le contrat peut prévoir un délai de réflexion qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. Le délai de réflexion devra être respecté pour former valablement le contrat. L'acceptation qui parviendrait avant l'expiration de ces délais ne permettrait pas de former le contrat. Quant au délai de rétractation, une fois écoulé, le destinataire ne pourra plus revenir en arrière. Si le délai de rétractation n'existe pas, alors il faut se tourner vers l'article 1118 du Code civil en ce qui concerne le destinataire qui viendrait à changer d'avis.
Cet article dispose ainsi que, tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. Ce qui peut quand même être compliqué à mon avis concrètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.